Bientôt 11h sur LCI. Bienvenue si vous nous rejoignez dans le temps de l'information du week-end. Et on commence tout de suite par le journal, l'essentiel de ce qu'il fallait retenir dans l'actualité ce matin. Faut-il envoyer justement des troupes à l'Ukraine? Emmanuel Macron estime que la Russie n'a pas son mot à dire sur ce sujet. Au lendemain du sommet de Londres, le président français accorde un entretien à la presse quotidienne régionale. Voilà ce qu'il déclare. Eh bien, d'abord, il se dit contre le retour du service militaire obligatoire. Il souhaite une refondation de ce qu'on appelle le SNU, le service national universel, pour qu'il corresponde aux besoins de la nation et aux priorités que nous avons identifiées. Il n'y aura donc pas de service militaire obligatoire de retour en France. Et puis ça y est, regardez, ils se sont retrouvés. Les deux astronautes bloqués dans l'espace depuis 9 mois ont été enfin relayés par les 4 astronautes qui étaient partis hier. Le vaisseau de la fusée SpaceX est amarré à l'ISS il y a quelques heures de cela. Il y a eu d'abord la photo des retrouvailles, puis un discours de bienvenue. Ils retourneront sur Terre dès mercredi. Les Bleus sacrés, ils ont remporté le tournoi des 6 nations, le 27e sacre de l'histoire du 15 de France. Au terme d'un match assez solide face aux Écossais au Stade de France, les Bleus de Fabien Galtier ont dompté l'Écosse 35-16 sans leur capitaine Antoine Dupont qui s'était blessé au genou. Raphaël Redon et Cossé Labois ont passé le match à Vaucourtet dans un bar parisien. Regardez l'ambiance. Un peu avant 23h, Romain Ntamak libère le Stade de France et provoque l'effervescence jusque dans les bars de la capitale. Les supporters ont vibré durant 80 minutes, mais la première mi-temps a donné des sueurs froides. L'Écosse, accrocheuse, n'est qu'à 3 petits points à la pause. Extrêmement tendu parce que les Écossais nous donnent du fil à retordre, donc voilà, on va essayer de faire une bonne deuxième mi-temps, mais le stress est présent. La première période était vraiment compliquée, mais j'y crois vraiment en l'équipe de France. Union derrière les Bleus pour ce jour de gloire annoncé. Comme attendu, les Français font vaciller les Écossais en seconde période et inscrivent 3 essais. Succès magnifique, 35-16, les Bleus remportent le 7e tournoi de leur histoire et conquièrent les cœurs bleu-blanc-rouge. On est champion des 6 nations. Allez les Bleus, c'est incroyable. La joie des supporters, et voilà donc pour le journal. Et maintenant vient le temps du débat. Alors on va se poser une question. Pendant que tout le monde regarde vers le bureau ovale et le Kremlin justement et la bataille de course qui se joue en Ukraine pour reprendre ces fameux kilomètres carrés, regardez ce qui se passe en Chine. Nous sommes dans le sud de la Chine et voilà ces images qui pourraient être des éléments d'un port artificiel avec des imposantes barges. Alors on se demande si la Chine est en train de préparer un débarquement amphibie pour une future invasion à Taïwan, et si finalement la Chine était la grande gagnante de ce chaos mondial. On va en débattre avec Pierre-Antoine Denay. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du trimestriel Asia Magazine, auteur de Chine, l'Empire des illusions. Bonjour à Adina Révol, essayiste, professeur affilié à Sciences Po, ancienne porte-parole de la Commission européenne en France. Et puis, avec vous, Jean-Antoine Duprat, géopolitologue, ancien professeur associé à la Sorbonne. Nous sommes toujours en compagnie de Guillaume Oda, grand reporter qui traite les questions internationales, et de Maxime Yeddo. Alors, on va se poser donc cette question. Et si justement, entre ce ping-pong entre Vladimir Poutine et Donald Trump, la Chine pouvait sortir son épingle du jeu et peut-être en profiter justement pour accélérer cette invasion. On va se demander aussi si Donald Trump pourrait lâcher Taïwan, comme il a, entre guillemets, un petit peu lâché l'Ukraine dans un instant, mais je voulais juste vous entendre sur les déclarations du président de la République qui s'exprime donc dans la presse quotidienne régionale, puisqu'il durcit le ton face à Vladimir Poutine. On va voir cette déclaration. Je pense que le refus de Moscou et les menaces implicites qui ont été faites disent l'insincérité de l'engagement russe et au fond sa non-volonté de procéder à un travail de paix. Adina Révol, vous avez écrit « Rompre avec la Russie, le réveil énergétique européen », titre à peu près tout trouvé pour exprimer justement ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron, c'est-à-dire un appel à la souveraineté.
Oui, mais il fallait le faire depuis encore plus longtemps parce qu'on peut aller encore plus loin. Je rappelle deux choses. On est encore un peu dépendant du gaz russe, des fossiles russes. L'année dernière, on a acheté pour 22 milliards d'euros de gaz et de pétrole russe en Europe et la France est devenue le premier importateur de gaz russe en Europe. Donc voilà, si on veut effectivement durcir la politique envers la Russie, il faut rompre d'abord avec cette dépendance qui est mortifère. Et puis, bien entendu, il faut qu'on renforce la souveraineté de la défense européenne. Et je pense que la France a un rôle essentiel à jouer, aussi bien sur l'énergie, en augmentant ses capacités, notamment nucléaires, et aussi sur la défense. Donc c'est le moment français dans l'Union européenne. Alors c'est le moment français, justement. Emmanuel Macron incite les fabricants d'armes à produire plus de canons, de missiles, de munitions. Et il dit aussi quelque chose sur les troupes, ces fameux soldats de la paix européens qu'on pouvait mettre en cas de cessez-le-feu, justement pour défendre l'Ukraine et l'Europe. Il dit l'idée n'est pas d'avoir de la masse de soldats, l'objectif n'est pas d'avoir de la masse. Il s'agirait de déployer des petits milliers d'hommes par nation dans des points clés. Or, on sait que le Kremlin a dit sa ligne rouge, Antoine Duprat, qu'il a dit niet pour le Kremlin. Si on pose ces soldats de la paix en Ukraine, ça sera un conflit armé direct. Oui, parce qu'il va considérer qu'on est co-belligérant. Alors ça, c'est le problème depuis le départ. On a vu qu'au niveau des négociations, de l'amorce de négociations, ils ont clairement mis ça comme ligne rouge. Pas question qu'il y ait des Européens. Alors, c'est certain, mais ceci dit que le président continue sur cette voie-là en disant « nous sommes prêts à », ça fait partie aussi de la force de l'Union européenne de s'imposer quand même toujours dans ce processus de négociation et de montrer qu'ils sont prêts toujours à aider l'Ukraine. Ça va pas être facile à mettre en œuvre. D'autre part, si par hasard on acceptait qu'il y ait des troupes françaises, anglaises, etc., parce que c'est surtout français-anglais dont il est question aujourd'hui, il faudrait aussi qu'il y ait une réassurance de la part des Américains. Donc ça suppose non seulement l'aval, bien entendu, des Russes, mais ça suppose aussi que les Américains soient d'accord. Pour l'instant, on en est très très loin. On va revoir justement ce ping-pong diplomatique entre le Kremlin par le biais de la porte-parole Sakharova et la réponse d'Emmanuel Macron. D'abord, la porte-parole de Moscou. Pour nous, le déploiement d'unités des forces armées d'autres États en Ukraine, sous n'importe quel drapeau, qu'il s'agisse de contingents étrangers, de bases militaires ou de certaines opérations de maintien de la paix, serait inacceptable. Tout cela signifiera l'implication de ces pays dans un conflit armé direct avec notre pays, auquel nous répondrons par tous les moyens disponibles. Et la réponse d'Emmanuel Macron qui tombe dans la presse quotidienne régionale ce matin. L'Ukraine est souveraine. Si elle demande à des forces alliées d'être sur son territoire, ce n'est pas à la Russie d'accepter ou pas. Guillaume, effectivement, là, c'est clair. Emmanuel Macron ne demandera pas l'accord de la Russie. Et pour prolonger ce qui vient d'être dit sur le plateau, je crois que le processus de négociation n'est pas encore ouvert. Il faut d'abord commencer par un cessez-le-feu. Et si ce cessez-le-feu aboutit à un accord de paix, à ce moment-là, il faudra garantir cette paix juste et efficace. On le disait, il faudrait envoyer pour cela des troupes française, britannique, ça a été dit, peut-être turque, et il est possible que c'est cet élément-là qui fasse un peu bouger la donne sur ce grand échiquier, sachant qu'il y a cet élément de réassurance dont vous parlez, ce qu'on appelle en anglais ou en nouveau français, en néologisme, le backbone. Il n'est pas dit que les Américains qui souhaitent se désengager du théâtre européen, et on va en parler, pour se tourner vers l'Indo-Pacifique, aient l'intention de soutenir les Européens avec leurs troupes en ordre dispersé. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, la négociation s'engage et pour le moment, l'idée c'est aussi de bander les muscles et d'afficher sa détermination. On voit bien que là, on est dans un rapport de force des grandes puissances de ce monde, les États-Unis, évidemment la Russie et l'Europe qui essayent de se remobiliser comme grande puissance également. Mais pendant qu'on regarde effectivement ce côté de l'échiquier politique, que se passe-t-il en Chine? Je le disais il y a un instant, des images nous sont parvenues, des images de barges métalliques qui semblent être des ponts artificiels. Elles sont actuellement en construction dans le sud de la Chine et on dirait un nouveau navire qui pourrait être l'élément d'un port artificiel et ça rappelle d'autres ports de la Seconde
Seconde Guerre mondiale de 1944, des ports artificiels de Mulberry, les ponts A et B sur les plages de Normandie, qui avait permis de faire débarquer 2,5 millions de soldats alliés, 500 000 véhicules, 4 millions de tonnes de matériel. On se pose donc la question ce matin de savoir si la Chine est en train d'accélérer cette invasion de Taïwan. Pierre-Antoine Donnet, quelle est votre analyse sur ces nouveaux navires ? Écoutez, en fait, les préparatifs ont commencé il y a déjà fort longtemps. Ces préparatifs se sont accélérés depuis 2012, c'est-à-dire depuis l'arrivée au pouvoir du président Xi Jinping. Pour lui, c'est devenu une quasi-obsession, pour plusieurs raisons. On pourra en parler peut-être plus tard. Mais clairement, l'idée est là que si un jour le moment est venu et est favorable, oui, il pourrait y avoir un conflit. Alors, conflit armé, on verra. En conflit, tout court, ça, c'est probable. Est-ce qu'il pourrait profiter de cette instabilité géopolitique pour accélérer ce mouvement ? D'abord, justement, pour rebondir encore une fois sur les propos de M. Macron, il y a maintenant 3 semaines, il avait dit quelque chose de très intéressant, qui d'ailleurs est passé largement inaperçu. Il avait dit, mais si on légitime l'invasion de l'Ukraine, comme semble le faire Donald Trump, on légitimera de la même façon l'invasion de Taïwan. Alors c'est la question qui se pose, c'est de savoir, quand on voit effectivement comment Donald Trump a pu lâcher pendant un moment, en tout cas, la livraison d'armes à l'Ukraine, on se demande s'il va vraiment être fidèle à Taïwan. Eh bien écoutez, on lui a posé la question dans le bureau ovale, voilà comment il répond. Si la Chine décidait de prendre Taïwan, ce serait un événement catastrophique, évidemment, mais cela nous donnera au moins une position où nous aurons dans ce secteur très important des puces une très grande partie aux États-Unis. Cela aurait donc un impact important si quelque chose devait arriver à Taïwan. Jean-Antoine Duprat, comment vous prenez cette déclaration ? Là, c'est de l'eau tiède, quoi. Ouais. Il ne dit pas ce qu'il ferait ou ce qu'il ne ferait pas. Alors, on peut voir une ambiguïté stratégique. Ça fait partie aussi des possibilités. Ce qu'il y a, j'ai l'impression, je pense sous votre contrôle, mais j'ai l'impression qu'à Taïwan, il y a quand même un petit peu d'inquiétude actuellement, parce qu'effectivement, on a vu que les Américains savaient très bien lâcher leurs alliés, et que Taïwan, on ne sait pas quel est le deal qu'il pourrait y avoir derrière. C'est ça aussi un petit peu le problème. Taïwan est effectivement un élément fondamental dans la production et l'exportation de semi-conducteurs. Il y a eu une montée de puissance des relations avec les États-Unis qui ont notamment été accrues à la fin du mandat de Biden, parce qu'ils ont signé un certain nombre d'accords. Mais avec Trump, on ne sait pas comment ça va se passer. Il peut très bien négocier autre chose avec la Chine. D'autre part, en termes de puissance aujourd'hui, on parlait tout à l'heure s'il y avait une opportunité. Pour l'instant, il y a encore une relative supériorité des forces américaines, notamment navales, sur le terrain. D'autre part, la Chine a d'autres options que de faire une attaque directe. Ils peuvent serrer un petit peu l'étau autour de Taïwan. Il y avait cette histoire de blocus sur lesquels on était revenu. Donc il y a différentes possibilités. Il y a aussi l'infiltration, la déstabilisation à l'intérieur par des voies plus politiques, puisqu'il y a une opposition qu'ils peuvent accéder. Mais pour vous, ces images qu'on voit là, ce sont à coup sûr des ports artificiels qui pourraient aller vers cette invasion amphibie. Vu ce qu'on voit, ça pourrait effectivement servir à ça. Est-ce que c'est un exercice ? Je me rappelle, il y a quelques mois, quelques années, on avait vu une maquette de porte-avions au milieu de la Chine. Alors, on avait beaucoup glosé à l'époque sur savoir si ça pourrait figurer une attaque. C'était de l'exercice. On ne peut pas savoir, mais ce qui est certain, c'est que les Chinois se préparent. Et ils se préparent avec une volonté dissuasive aussi, et une volonté dissuasive offensive. Et eux aussi, il y a une ambiguïté stratégique. Ils se donnent les moyens d'eux, et quand ils parlent fort avec un gros bâton, ça peut servir, y compris pour la Chine. Donc c'est ça qu'il faut voir, à mon avis aussi. Je crois en effet qu'il faut être méfiant quant aux déclarations du président des États-Unis quant à cette potentielle invasion, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que le début de l'invasion de l'Ukraine se matérialise aussi rapidement, parce que quand on interroge Joe Biden sur la réaction potentielle des États-Unis en cas de dépassement de certaines limites par la Russie en Ukraine, la réaction est tellement floue en réalité que ça a été considéré comme étant un feu vert pour la Russie. Deuxième chose, c'est toujours surprenant comme en Europe ou en Occident, on ne souhaite pas voir ce qui va arriver, parce qu'en réalité, la Chine prépare une invasion. Ça a été documenté et il y a en réalité déjà au moins 2 scénarios qui sont sur la table. Le premier consiste en réalité à aller dans votre sens en disant en fait ça va être très simple, ça va être des attaques cyber, ça va être des attaques aériennes et vraiment en dernière des solutions, on va prendre l'île de façon militaire.
par la mer. Donc je ne vois pas, quand on assiste à de telles images, stratégie du nœud coulant. Exactement. Et puis il y a l'autre qui est qu'en réalité, on va progressivement, petit à petit, on va dire, faire perdre la souveraineté économique, territoriale à Taïwan, notamment par la conquête de petites îles aux alentours. Et à la fin, en réalité, elle sera tellement essorée qu'on n'aura plus qu'à débarquer. Donc la réalité n'est pas, je crois, la Chine prépare-t-elle une invasion ? C'est pour quand la Chine va envahir Taïwan. Parce qu'une fois plus, on a bien vu, et l'histoire, le plateau ici le dira plus que moi, on sait très bien à quel point les dictateurs prennent non pas un malin plaisir, mais ont toujours ce réflexe de documenter, annoncer ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent. Ça a été le cas pour Poutine, on n'y croit pas. Peut-être qu'avec les quelques exemples récents de l'histoire, Poutine et Trump, on pourrait commencer à se dire que oui, en effet, ce phénomène, hélas, va arriver. Comment on s'y prépare ? Alors la question est de savoir si Xi Jinping va profiter de ce désordre mondial. Alors on le sait quand même assez proche de Vladimir Poutine. Comment est-ce que Xi Jinping prend ce nouveau lien entre Donald Trump et Vladimir Poutine à Dinarevol? Est-ce qu'il pourrait le prendre mal si jamais effectivement Donald Trump faisait beaucoup de pas vers la Russie? Est-ce qu'il pourrait y avoir un nouvel ordre triangulaire? De toute façon, on est déjà dans un nouvel ordre mondial depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. On est dans un monde sans dessous-dessus et on parle de paix juste et durable en Ukraine. Ce n'est pas une paix juste et durable, c'est une capitulation de Trump face à Poutine pour le moment. Je ne vois pas de paix. On parlait des envois de soldats de la paix en Ukraine. En fait, la ligne de front fait 1200 km. C'est la distance entre Paris et Budapest. Vous imaginez maintenir la paix face à Poutine qui est habitué à faire des petites attaques hybrides. Le dernier en date, c'est en Roumanie, d'ailleurs, pour les élections présidentielles. Donc, en fait, Vladimir Poutine est tout à fait habitué à faire des provocations sur le terrain. Et puis, Xi Jinping, on est dans la même dictature, en fait, dans la même philosophie globale de dictateurs qui ont une visée néo-impérialiste sur le monde. Que ce soit Trump, qui veut annexer le Groenland, le Canada, enfin, toute la base, que ce soit Vladimir Poutine, qui veut annexer l'Ukraine, enfin lancer des attaques sur tous les pays où il y a des minorités russes, et puis maintenant Xi Jinping. La question, elle est là, ouais. En fait, c'est de savoir s'il y a une convergence idéologique entre ce monsieur Trump et ce monsieur Xi Jinping et ce monsieur Poutine, qui sont finalement des impérialistes qui cherchent à étendre leur influence sur leur sphère d'influence. Oui, tout à fait. On a eu Qui vont se partager le monde. cette idée qu'à un moment donné... Et justement, pour rebondir à ce que vous dites, d'une part, ils se connaissent très bien depuis fort longtemps. Ils se sont vus des dizaines de fois. Et d'autre part, espérer, comme peut-être peut le penser Donald Trump, diviser cette alliance entre la Chine et la Russie, c'est une chimère absolue. Oui, c'est ce qu'on a appelé le fameux Nixon à l'envers, à l'époque où Kissinger avait essayé de retourner la Chine de Mao contre la Russie. Voilà, ça, c'est possible à votre avis Écoutez, non, c'est une chimère. Pour plusieurs raisons, mais la principale, c'est qu'enfin, l'occasion est rêvée de profiter de cette grande bascule du monde qui est provoquée par Trump pour joindre nos forces ensemble. Ils partagent une détestation de l'Occident et ce que fait Trump leur sert de marchepied. Alors, et c'est assez extraordinaire. C'est pas le discours officiel de la Chine. Il y a une naïveté de la part de Donald Trump. Alors, c'est pas le discours officiel de la Chine. Je vais vous lire une déclaration qu'a faite le ministre chinois des Affaires étrangères qui s'appelle Wang Yi, justement sur la position diplomatique sur les questions mondiales clés. Il dit « Si chaque pays met l'accent sur ses priorités nationales et ne croit qu'en la force et le statut, le monde reviendra à la loi de la jungle. Les petits pays et faibles en feront les frais et l'ordre international en seront gravement affectés. Les grandes puissances devraient assumer leurs responsabilités. » Voilà la Chine qui donne des leçons de morale. Elle ne devrait pas être motivée par le profit. Elle ne devrait pas intimider les faibles. Incroyable comme déclaration. C'est-à-dire que maintenant, ce sont les Chinois qui se veulent pacifistes. Oui, mais voyez-vous, c'est justement là la grande bascule. Parce que cette Chine, dont on voyait très bien que le soft power était un peu à la dérive, pour bien des raisons, aujourd'hui se présente en alternative, non seulement responsable, mais en fait à critiquer les États-Unis qui, effectivement, montrent un côté aujourd'hui prédateur. On le voit avec tous les deals qui passent, notamment avec l'Ukraine sur les terres rares. Et donc, le grand méchant loup, c'est les États-Unis. Et donc, à vrai dire, pourquoi la Chine en sort gagnante d'ores et déjà? C'est qu'effectivement, ce désastre, ce naufrage des États-Unis organisé par Donald Trump profite bien sûr à Poutine,
mais surtout à Xi Jinping, du fait des rapports de force existants entre la Russie et la Chine. La Russie étant quand même assez vassalisée. Et on entend, Jean-Antoine Duprat, certaines personnes qui disent finalement les Chinois sont assez stables, ils ne sont pas belliqueux. Peut-être qu'on devrait se tourner vers eux pour des accords de libre-échange, en tout cas plus de partenariats stratégiques. Les Chinois sont... Je pense qu'il faut se mettre dans la mentalité chinoise. Je suis moins connais moins la mentalité chinoise que vous, mais ils sont pas la même agressivité que les Russes. Ils sont beaucoup plus subtils dans leur façon de procéder sur le papier. En plus, il faut se rappeler une chose, c'est que par rapport notamment à l'indépendance des pays, ils ont toujours été pour l'indépendance, la reconnaissance des pays dans leur territoire. Donc ils sont un peu en porte-à-faux avec ces volontés hégémoniques, impérialistes, notamment sur leur sphère d'influence, la mer de Chine. Et là, on revient, on quitte Francis Fukuyama et on arrive sur Samuel Huntington, sur les zones d'influence. On voit réapparaître ces zones d'influence. Il y a une autre vieux découpage historique que les géographes connaissent bien entre le Heartland et le Rimland. Et on voit que la Chine est en train de développer le Rimland. Donc, ce qui pose un autre problème, c'est-à-dire que ce que dit la Chine par rapport aux États-Unis, l'affaiblissement des États-Unis, c'est parce qu'on a un dictateur d'opérette à Washington par rapport à des vrais dictateurs qui sont ailleurs, avec une certaine fragilité quand même de sa base. Dictateur d'opérette. C'est quand même le président de la première puissance militaire. Démocratiquement élu. Mais c'est justement ça. Avec une dérive autoritaire. Oui, mais avec une dérive autoritaire. Mais c'est justement pour ça que je parle de dictateur d'opérette, parce qu'il n'a pas du tout les mêmes fondamentaux derrière lui des États autocratiques, avec une mainmise beaucoup plus forte, bien entendu, sur les opinions publiques, sur les populations, etc. Donc c'est tout ça qui fait que... Et il ne faut pas oublier non plus que les États-Unis aujourd'hui, la Chine a une petite musique aussi à l'intention de l'Europe, en leur disant, regardez, vous ne pouvez pas faire confiance aux Américains, regardez-nous, on est là, travaillez donc avec nous. Ça, on le fait déjà bien, on le fait déjà bien, parce que quand on parle tout à l'heure d'essayer de se détacher de la Chine ou d'essayer d'être plus fort ensemble, je rappelle que sur le photovoltaïque, on s'est fait totalement avoir, que sur les voitures, on s'est quand même fait totalement avoir. Donc si on continue, si vous voulez, à dire oui, bien sûr, on va être plus fort ensemble, tout en laissant totalement les portes ouvertes à la concurrence chinoise, comme on l'a fait dans tellement et tellement de domaines stratégiques, dont l'aviation, il faut quand même se renseigner sur le sujet parce que ça a été épatant. Épatant, c'est-à-dire qu'on a littéralement laissé, je veux dire, les Chinois venir. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas complètement, il faut pas voir au-delà de Trump, il ne faut pas non plus que l'Europe se complètement les Américains qui demeurent, et ça les Européens savent le dire aussi, les Américains demeurent nos alliés. Adina Révol, s'il vous plaît, on a vu on se souvient de cette déclaration entre Vladimir Poutine et Xi Jinping qui avait parlé d'une amitié indéfectible, d'un nouveau lien. Comment est-ce que le président chinois et d'une coopération sans limite. Et d'une coopération sans limite, vous faites bien de le rappeler. Comment est-ce que Vladimir Poutine peut voir ces deux rivaux finalement trouver des terrains d'entente? On a quand même entendu Donald Trump dire il est plus facile de parler à Vladimir Poutine qu'à Volodymyr Zelensky. Finalement, ça bouge. Oui, Vladimir Poutine a besoin de la Chine, en fait, parce qu'il a perdu le marché européen. Finalement, on a quand même réussi à rompre avec le gaz russe, donc il a besoin d'exporter son gaz à la Chine. Il a besoin également de l'aide diplomatique chinoise. Mais vous mentionnez justement la dépendance européenne vis-à-vis de l'électrique chinoise. Et je me permets de revenir là-dessus parce que c'est un élément clé de notre souveraineté. Aujourd'hui, il y en a deux, la défense et l'énergie. Et il faut pas sortir d'une dépendance fossile envers la Russie pour aller vers le péril chinois. Mais je suis assez optimiste, peut-être que je suis naïve, mais je suis optimiste. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a réussi pour la première fois depuis longtemps à imposer des tarifs douaniers aux voitures chinoises. Sans notre partenaire stratégique qui est accessoirement l'Allemagne, puisque moi j'adore, on n'a qu'en France pour parler de mais la décision a été prise. La décision a été prise. Bien sûr, mais jusqu'à combien de temps on va réussir, si vous voulez, à prendre des... Le langage, justement. Là, en Allemagne, on a un changement énorme, puisqu'on a eu un chancelier très faible. Je pense que l'histoire se rappellera d'un chancelier très faible qui a refusé d'envoyer les Taurus à l'Ukraine. Mais on a maintenant un chancelier Merz qui est très volontariste, qui a dit que l'Allemagne était de retour. Et donc sur les solaires, sur les voitures électriques, il y a une forte ambition politique au niveau de l'Union européenne. On a même une loi qui dit que jusqu'à 2030, on doit faire 40% de tout ce qui est vert dans l'Union européenne. Maintenant,
cette ambition politique qui est actée, il faut la mettre en œuvre. Oui. Et c'est ça le sujet. Et juste dernier point, parce que c'est essentiel. Je vais parler de la taxation de l'électricité, parce qu'on veut réindustrialiser, parce que ça veut dire réindustrialiser, mais on taxe l'électricité dans l'Union européenne au-delà à environ 30%. Donc c'est énorme. Donc si nos dirigeants politiques sont sérieux sur ces ambitions politiques, il faut cet baisser. enjeu de souveraineté. C'est un enjeu de souveraineté, il faut baisser, mais donc à la question, si vous aviez à répondre tous les trois, la Chine grande gagnante de ce chaos mondial, vous diriez plutôt oui de ce que j'entends. Plutôt gagnante, oui. Plutôt gagnante Pour aussi. l'instant, en tout cas. Disons que moi je pense que c'est le moment de l'Union européenne. Oui. En fait, il faut que l'Union européenne saisisse ce défi historique qui est devant elle. Il y a 3 ans, elle a su le saisir parce qu'elle a su rompre avec le gaz russe qui a asséché l'économie russe. Maintenant, il faut à nouveau se réveiller et il faut à nouveau engager cette sécurité européenne qui passe par la défense et l'énergie. Merci de nous avoir suivis, d'avoir participé à ce débat. C'est intéressant quand même aussi de se désaxer une petite minute pour voir comment cet nouvel ordre mondial se met en place. Dans un